Bonjour. Dans cette capsule vidéo, nous allons aborder le genre Vibrio, en détaillant ses caractéristiques microbiologiques, son pouvoir pathogène, ainsi que les principales infections qu'il provoque et les mesures de prévention associées. Les vibrions sont des bacilles à Gram négatifs caractérisés par un aspect morphologique typique incurvé, en forme de virgule. Ils sont très mobiles grâce à la présence d'un flagelle polaire unique. Les vibrions sont des hôtes habituels du tube digestif de l'homme et se retrouvent également dans l'environnement aquatique, notamment le milieu marin, où certaines espèces présentent un caractère halophile. Ces bactéries sont responsables du choléra, une infection diarrhéique aiguë grave. L'espèce Vibrio cholerae, notamment les sérotypes O1 et O139, sont impliquées dans les formes épidémiques du choléra, en raison de leur caractère toxinogène. La maladie reste fréquente dans plusieurs pays d'Asie, tandis qu'elle n'existe plus en Tunisie. Parlons à présent de la classification des vibrions. Ils appartiennent à la famille des Vibrionacées et au genre Vibrio. Ce genre comprend plusieurs espèces d'intérêt médical, dont principalement Vibrio cholerae, responsable du choléra, Vibrio hémolyticus et Vibrio alginolyticus. La classification de Vibrio cholerae repose sur la caractérisation de l'antigène somatique O. Parmi les différents sérogroupes, seuls O1 et O139 sont responsables des épidémies de choléra en raison de leur capacité à produire des toxines. Le sérogroupe O1 est classé en deux biotypes selon ses propriétés biochimiques et phénotypiques, le biotype classique, à l'origine des 6 premières pandémies depuis 1817, et le biotype Eltor, responsable de la 7e pandémie débutée en 1961. Le sérogroupe O139, identifié en 1992 au Bangladesh, constitue également une souche épidémique importante. Nous allons maintenant passer au caractère bactériologique. La culture des vibrions est simple et rapide. Leur croissance est possible sur des milieux de culture usuels, notamment la gélose ordinaire, ainsi que sur des milieux enrichis au sang. L'isolement est facilité par l'emploi de milieux sélectifs alcalins, associés à une salinité adéquate, qui favorise le développement des vibrions au détriment des autres bactéries. Par ailleurs, les vibrions sont des bactéries aéroanaérobies facultatives. Leur métabolisme est de type fermentatif et ils se caractérisent par une activité oxydasique positive, un élément important pour leur identification en laboratoire. La principale substance élaborée, responsable de la pathogénicité des vibrions, est une entérotoxine. Il s'agit d'une exotoxine protéique, qui joue un rôle central dans la physiopathologie du choléra. Elle est thermolabile et possède une structure caractéristique composée de 5 sous-unités B, impliquées dans la fixation cellulaire, et d'une sous-unité A, subdivisée en A1 et A2, responsable de l'activité toxique intracellulaire. Elle est associée à des enzymes extracellulaires facilitant la pénétration de la bactérie au niveau du revêtement muqueux intestinal. Sur le plan épidémiologique, l'environnement constitue un réservoir potentiel de contamination et de recontamination. Les vibrions peuvent survivre longtemps dans la nature, notamment après une épidémie, se retrouvant dans les égouts, l'eau douce ou salée, ainsi que dans certains mollusques et crustacés. La contamination humaine se fait essentiellement par voie orale, via l'eau et les aliments souillés par les excrétas pathologiques ou par des mains mal lavées, représentant le principal mécanisme de transmission du choléra. La répartition géographique du choléra montre que cette maladie n'est pas limitée à une région spécifique. La première pandémie, survenue au début du XIXe siècle entre 1816 et 1817, a débuté en Inde et en Asie avant de se répandre à travers le monde. Depuis lors, 6 pandémies se sont succédées, témoignant de la capacité du choléra à se propager largement. Il convient de souligner que le choléra est une maladie à déclaration obligatoire, ce qui permet une surveillance épidémiologique stricte et un contrôle des épidémies. Selon l'OMS, la répartition mondiale du choléra montre une concentration des cas principalement en Afrique et en Asie, avec une charge plus élevée dans les pays à ressources limitées. Cette distribution reflète les inégalités d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Sur le plan physiopathologique, l'infection débute par l'ingestion et la fixation du germe au niveau de l'intestin. La contamination se fait par voie orale, principalement via la consommation d'eau contaminée ou d'aliments souillés, tels que les fruits, légumes et fruits de mer, qui servent de vecteur à la bactérie. La physiopathologie du choléra comporte 2 étapes principales. La première étape correspond à la fixation du germe sur l'épithélium intestinal, médié par les pili. La deuxième étape concerne l'élaboration et l'action de la toxine cholérique, qui joue un rôle central dans le déclenchement des symptômes de la maladie. La toxine cholérique se compose de sous-unités A et B aux fonctions distinctes.
La sous-unité B est responsable de la fixation de la toxine aux récepteurs spécifiques de la membrane cellulaire, en particulier les gangliosides GM1. La sous-unité A est subdivisée en A1 et A2. A2 facilite le passage de la sous-unité A1 à travers la membrane des entérocytes. A1, véritable toxine active, pénètre dans la cellule et stimule l'adénylate cyclase, entraînant une augmentation de la concentration intracellulaire d'AMP cyclique, ce qui déclenche les effets physiopathologiques du choléra. L'augmentation de l'AMP cyclique intracellulaire entraîne une sécrétion massive de chlorure, d'eau et d'électrolytes, notamment le sodium et le potassium, dans la lumière intestinale. Cette fuite hydroélectrolytique provoque une déshydratation extracellulaire sévère, caractéristique des formes aiguës du choléra et responsable de l'état de choc chez les patients gravement atteints. Nous allons à présent aborder le pouvoir pathogène du choléra. Le Vibrio cholerae est l'agent du choléra épidémique. Il provoque une toxi-infection intestinale aiguë, strictement limitée à l'espèce humaine. Après une incubation de 2 à 5 jours, la maladie se caractérise par une diarrhée profuse accompagnée de vomissements et une perte liquidienne massive, pouvant atteindre environ 1 litre par heure, entraînant un risque élevé de déshydratation sévère. Les selles caractéristiques du choléra sont aqueuses et claires, contenant parfois des débris de muqueuse, ce qui leur confère l'aspect typique en eau de riz. La déshydratation aiguë évolue très rapidement et peut conduire à la mort dans 50 à 60% des cas si une réhydratation rapide n'est pas mise en place. Nous allons maintenant aborder le diagnostic du choléra. Les signes cliniques, associés aux données épidémiologiques, permettent souvent d'orienter le diagnostic vers cette maladie. Pour confirmer l'infection, le diagnostic direct repose sur plusieurs étapes. Tout d'abord, des prélèvements sont réalisés, soit par coproculture, en particulier sur des selles présentant l'aspect typique en eau de riz, soit par écouvillonnage rectal. L'examen microscopique permet d'observer des bacilles en virgule présentant une mobilité polaire, tandis que la culture et l'identification biochimique confirment la présence de Vibrio cholerae. Un test d'agglutination utilisant un sérum spécifique pour Vibrio cholerae permet de confirmer le sérotype, et le biotypage différencie les biovars classiques et Eltor, informations essentielles pour la surveillance épidémiologique et le contrôle des épidémies. Abordons maintenant les mesures prophylactiques contre le choléra. La prévention repose avant tout sur des mesures d'hygiène, tant individuelles que collectives, particulièrement dans les pays à faible niveau socio-économique, afin de limiter la contamination par l'eau et les aliments souillés. La prise en charge initiale inclut la réhydratation rapide et la correction de l'acidose, essentielle pour prévenir la déshydratation sévère. La chimioprophylaxie peut être envisagée dans certains contextes à risque, par l'utilisation d'antiseptiques intestinaux ou d'antibiotiques spécifiques. Enfin, la vaccination constitue un outil complémentaire, le vaccin injectable protège dans 50 à 60% des cas. Parlons à présent d'Aeromonas. C'est un bacille à Gram négatif de la famille des Vibrionacées, principalement d'origine hydrique. Concernant son habitat, cette bactérie est retrouvée dans les eaux douces, la mer, les aliments et le sol. Elle peut être transmise par l'eau contaminée, les aliments, à travers les plaies, ou par ingestion d'aliments souillés. L'infection par cette bactérie concerne surtout les patients immunodéprimés. Cette bactérie peut être en cause dans des infections humaines, cutanées, diarrhée, septicémie, ou encore des infections respiratoires, urinaires, péritonéales ou oculaires. Merci de votre attention. Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions et pour tout complément d'information.